Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie, pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Frédéric, dit Fred. C'est mon amie Cécile, qui est graphiste et qui a notamment créé le logo d'Avez-vous choisi, dont on me fait régulièrement compliment, qui m'a mise en relation avec Fred. Elle a rencontré Fred au cours de ses années d'études de graphiste et nous a mis en relation il y a quelques mois en nous disant que ce serait chouette que nous nous rencontrions parce que, au regard de nos profils et de nos parcours, nous aurions forcément beaucoup de choses à nous raconter. Et effectivement, nos échanges ont tout de suite été riches et passionnants. Fred a un parcours de vie riche et singulier et il fait partie de ces personnes qui ont déjà parcouru un grand chemin personnel. Tout cela était donc tout à fait propice à une conversation sur le choix. Frédéric est coach en émergence de talent depuis 2017. Il entend contribuer à un monde meilleur en accompagnant chacun à trouver ses talents et à prendre sa juste place. Frédéric n'est pas seulement coach. C'est un entrepreneur en série, aux multiples projets, aux multiples potentiels et aux multiples talents. Fred a d'abord travaillé une quinzaine d'années dans la communication visuelle en tant que graphiste, puis dans le marketing, avant d'évoluer vers les ressources humaines, puis le développement personnel. Il y a quelques années, Frédéric a vécu ce qu'il appelle une crise de croissance spirituelle et il aime partager avec cœur, avec nuance et authenticité, ses convictions au fil des rencontres qui jalonnent son parcours professionnel. Frédéric a fondé plusieurs mouvements, dont Marque Subjective en 2015, avec pour intention d'accompagner les personnes à trouver leur juste place dans leur vie en révélant leurs talents, à travers un parcours d'accompagnement holistique en développement personnel et professionnel. J'avais très envie d'avoir une conversation sur le choix avec Frédéric au regard de son parcours personnel et professionnel, et je souhaitais également aborder la question du choix sous l'angle de l'émergence des talents, de la mission de vie ou encore des parcours de vie. Au cours de notre conversation, Frédéric et moi avons parlé, entre autres, de mission de vie et d'émergence de talent, de la différence entre compétences et talent, du choix de trouver son talent et de la responsabilité associée face à une mission de vie qui est par définition unique et altruiste, de ce par quoi commencer lorsqu'on choisit d'identifier son talent, de personal branding ou marketing de soi, de crise de croissance spirituelle donc, de la vision que Fred a de la vie, qu'il perçoit comme une suite de rencontres et de décisions, de la distinction entre choix et décision, des conditions d'un choix juste pour soi, de silence, de solitude, de méditation, de respiration ou encore de sommeil, du lien entre choisir et expérimenter, de l'association a priori paradoxale du libre arbitre et de la destinée, totalement compatible selon Frédéric. Et pour finir, Fred nous propose un exercice pratique intitulé « Ligne de vie ». Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fred. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi pour parler d'un sujet qui m'intéresse forcément beaucoup et qui t'intéresse aussi, le choix. Donc tu es coach en émergence des talents depuis 2017, mais en disant ça, je ne donne pas à voir toute la variété et la richesse de ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ton parcours professionnel est le reflet de ton cheminement personnel et des choix que tu as fait au cours de ta vie? Alors tout d'abord, effectivement, on parlait de ce premier métier qui a été un choix qui est arrivé tardivement dans mes études, ce métier de graphiste. C'est là où j'ai le plus d'expérience depuis une quinzaine d'années. Ça a évolué en fait, au bout de 6-7 ans, j'ai commencé un petit peu à me lasser. J'ai évolué vers le marketing, à créer des noms de marques,
à vendre ce que j'appelle du jus de cerveau, de la stratégie, à des clients différents, plutôt des cadres, des dirigeants. Et puis à développer les marques sur les réseaux, en ligne, hors ligne, etc. Pendant cette expérience, j'ai réuni autour de moi des professionnels pour hybrider en fait le marketing avec d'autres disciplines qui n'ont rien à voir, comme l'ergonomie par exemple, ou le design thinking, ou l'addiction aux substances. On est sur des sujets, des grands écarts, on ne s'y attend pas. L'objectif était d'innover en fait dans la façon de répondre à des problématiques de stratégie d'entreprise en proposant des ponts, des passerelles innovantes. Voilà. C'est un peu ma définition de l'innovation, c'est créer des ponts là où d'autres n'en voient pas l'intérêt. Et puis j'ai évolué vers les ressources humaines parce que dans le marketing, il y a un sujet qui est à la mode depuis quelques années et qui fait sens par rapport à la quête de sens au travail. C'est le marketing RH, le marketing des ressources humaines, ou la marque employeur, où l'objectif est d'accompagner les entreprises à se valoriser comme employeur pour à la fois attirer les meilleurs talents, et ce mot est important, et les fidéliser. Oui, tout à fait. Et dans cette aventure, j'ai décidé de me former au coaching. Mais je n'avais pas du tout l'objectif de devenir coach. Je le faisais dans un but différent. Je pensais que ça allait m'aider à développer mon leadership au sein de ce collectif que j'avais créé, qui a atteint une quarantaine de personnes sur Nantes, qui est passé par différents mouvements, des épreuves, etc. Et puis, il y a autre chose qui s'est passé dans ma vie. C'est que déjà, il y a eu la séparation avec la mère de mes enfants, après une quinzaine d'années. Et du coup, je me suis trouvé au niveau personnel dans une vie différente, dans un quotidien différent. Et comme par hasard, j'ai fait des rencontres qui ont bouleversé ma vie. Et pendant ma formation de coach, j'ai vécu ce que j'appelle une crise de croissance. Mais pas n'importe laquelle, une crise de croissance spirituelle. Et cette crise de croissance spirituelle a été assez violente parce que comme je suis quelqu'un de très pragmatique, de très cartésien, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai vécu des expériences sensorielles quand même très fortes. On m'a fait des prédictions qui se sont toutes avérées justes, etc., etc. Et ce qui émergeait, c'était d'aider les personnes à travailler leur personal branding, donc le marketing de soi. C'était de la demande que j'avais. Et c'est comme ça qu'est née Marque Subjective, qui était à la base un parcours d'accompagnement marketing en personal branding, quoi. Sauf que cette crise de croissance spirituelle a donné une âme à ce projet. Et ce qui était un slogan est devenu aujourd'hui un mantra, c'est-à-dire j'aime bien me répéter et répéter aux personnes que j'accompagne que la meilleure façon de se connecter aux autres est de se révéler à soi-même. Donc voilà, et être coach spécialisé en émergence des talents, quelque part c'est le fruit de tout ce parcours. J'étais persuadé que mon talent c'était de faire de la com et du marketing, et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était une compétence qui était élevée, mais c'était pas mon talent. Et comment tu as choisi d'incarner justement cette mission de vie que tu as découverte tardivement finalement, en tout cas récemment? Eh bien, pour incarner en fait cette mission de vie, j'ai exploré, j'ai goûté à plein de sujets qui touchent au développement personnel. Et en explorant tout cela, je me suis rendu compte qu'au fil des rencontres et des expériences, je parle par exemple de yoga, de naturopathie, de constellation familiale, de médiumnité, de plein de sujets en fait, de psychogénéalogie, de danse, de théâtre, etc. Je me suis rendu compte que pour révéler ses talents et pour se révéler à soi, eh bien, on avait besoin d'aborder l'être humain dans une forme de complétude. Et du coup, il y a plusieurs dimensions qui ont émergé. Et ces dimensions sont les suivantes. Il y a l'aspect corporel, physique, puisque c'est notre véhicule dans cette incarnation, dans cette expérience d'incarnation. Il y a la dimension psychique ou psychologique, qui n'est pas visible, mais qui est essentielle, qui est fondamentale, et qui parle de notre héritage psychogénéalogique pour moi. On a l'aspect intellectuel, puisqu'il y a quand même cette dimension marketing, rationnel, pour justement se positionner, soit comme salarié, soit comme dirigeant, soit comme indépendant, etc. Et puis il y a la dimension spirituelle, puisque j'en ai fait l'expérience.
Je pense que ce sujet de l'incarnation de mon talent est passé par cette exploration qui continue en fait et qui continue chaque jour. Et alors, quand tu es justement en contact avec des personnes qui sont intéressées, qui sont intriguées à l'idée justement de faire émerger leur talent, comment tu procèdes avec eux? Comment est-ce que tu apportes cette dimension holistique pour qu'ils se l'approprient eux-mêmes et que ce soit fructueux? Déjà, le point de départ, c'est qu'il faut que la personne ait conscience d'avoir un besoin, une envie ou une problématique à résoudre. Oui. Déjà. Pas de coaching sans demande. Voilà. Exactement. Ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Soit j'ai une personne qui souhaite utiliser le format coaching exclusivement. Et auquel cas, je me suis créé mon propre protocole assez concis sur un certain nombre de séances, avec des outils, je ne le dis pas forcément à l'avance, mais avec des outils précis qui arrivent à certaines séances. Et effectivement, globalement moyenne, bon, je suis encore un junior en tant que coach, j'ai 2 ans d'expérience, mais j'ai déjà accompagné une trentaine de personnes en individuel. Et c'est vrai qu'il y a une vraie tendance, et donc je peaufine tout ça. Et c'est pendant les séances, lorsque je ressens, lorsque ce qui est déposé et travaillé fait appel à d'autres dimensions que le coaching, je fais des suggestions. Et ça peut être de travailler un sujet qui relève plus de la thérapie. Et comme le cadre est posé à l'anamnèse, je ne suis pas thérapeute, ceci peut être travaillé ici ou là avec tel ou tel professionnel, de marque subjective ou autre. Et du coup, ça permet d'avoir des feedbacks aussi entre les séances. Donc la dimension holistique, elle commence à avoir le jour comme ça. Il y a d'autres situations qui sont plus riches, plus profondes. Et c'est là où c'est aussi systémique. C'est lorsqu'on a quelqu'un qui est d'accord, a envie d'explorer la dimension holistique dès le début, en conscience, et de choisir en fait par rapport à un projet, choisir des disciplines avec des intervenants particuliers, et auquel cas la dimension holistique elle s'opère, puisque en conscience c'est clarifié. On sait que expérimenter les jeux d'impro théâtral ou la danse, on va être sur le corporel, que si je vais faire une constellation familiale, ça va forcément jouer sur à la fois peut-être le spirituel, à la fois la psyché, etc., etc. Et donc on construit un parcours. Et la dimension systémique, elle s'opère à partir du moment où on a quelqu'un qui est au-dessus, qui chapeaute, pas au-dessus, au milieu plutôt, qui va être le lien entre les intervenants, et dans un cadre confidentiel collectif qui est validé en amont par le bénéficiaire, par le client, par le patient, parfois on peut utiliser ce terme, eh bien on va créer des ponts et on va s'interroger sur les interactions possibles entre ces 4 dimensions. Et là, c'est une approche innovante d'accompagnement, et chaque parcours est unique de ce fait. Oui, bien sûr. À l'occasion d'un de nos derniers échanges, tu m'as dit une phrase qui m'a marquée. Tu m'as dit que tu considérais que la vie est une suite de rencontres et de décisions. Est-ce que tu peux m'indiquer quelle distinction tu fais déjà entre le choix et la décision? Alors en tant que coach, mais je sais que c'est pas le sujet, je te renverrai bien la question. Mais je vais pas jouer avec ça avec toi. Pour moi, il y a l'idée du passage à l'action. Je pense que la notion de choix, ça interroge la question du et du ou. Beaucoup de gens sont dans le ou, alors que moi j'aime bien le et. Finalement, je préfère ne pas faire de choix souvent. Ça parle c'est le choix de mon caractère. C'est le choix que je fais d'éviter de faire des choix quand j'ai la capacité intellectuelle, émotionnelle, énergétique de faire en même temps plusieurs choses, de mener de front plusieurs projets. Le choix, en fait, du coup, c'est quelque chose de magique et de super. C'est-à-dire que la vie n'est faite que de ça. C'est-à-dire qu'on a devant nous, chaque jour, chaque heure, presque, des situations avec des rencontres souvent où nous devons faire des choix. Et donc, pour moi, la décision, c'est le passage à l'acte. Pour moi, la décision, peut-être que ça apporte la responsabilité du choix. C'est ce qui vient nourrir, apporter la densité du choix, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire que la décision, il y a un avant et un après. Alors que dans le choix, il y a une espèce d'intemporalité, une attente de quelque chose, d'une orientation. Et en même temps, oui, comme tu dis, la décision, en tout cas le passage à l'action, c'est dans quelle mesure j'assume mes choix, en fait. Oui, ouais, je partage.
Et pour une vie choisie, un des enjeux, c'est justement de faire des choix et de prendre des décisions qui ne soient pas idéalement par défaut, mais qui soient bien faits en conscience, etc. Et il y a une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, qui est « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs ». Alors je serais très intéressée à savoir comment est-ce que toi, à titre personnel, et puis on peut tirer le fil aussi en termes d'accompagnement, comment est-ce que pour toi tu trouves la recette pour faire des choix qui soient justes pour toi, c'est-à-dire qui soient mus non pas par des peurs, mais qui soient mus par des espoirs, par la joie que tu peux ressentir face à tel ou tel projet. Alors quand tu partages ça, ça me fait penser à une idée que m'a transmise une ancienne amie qui m'avait dit, j'ai lu dans un livre d'un grand théologien que dans la vie, il n'y avait que 2 façons de faire un choix, soit dans la peur, soit dans l'amour. Pour moi, l'amour est j'aime bien dire que l'amour est un mouvement, est une danse en fait, qui commence à l'intérieur de soi et qui se propage vers autrui. Je pense qu'il y a peu de philosophies spirituelles, par exemple, ou religieuses qui nous invitent à faire tout le travail autour de nous, puis penser à nous-mêmes à la fin. Ça me paraîtrait pas très juste. De plus en plus, je sais qu'un choix est juste quand je me sens bien dans mon ventre et dans mon cœur. C'est-à-dire que les meilleurs choix que je fais sont toujours déconnectés de mon mental, de mon ego. Je donne maintenant toujours le dernier mot à mon ventre et à mon cœur. Et c'est un bon enseignement parce que j'ai osé en faire l'expérience et j'ai rarement été déçu en fait par ces choix. On peut pas toujours réussir à faire des choix comme ça, mais tant que possible, je le fais. Et quelles sont les conditions que tu réunis, que tu veilles à créer pour permettre cet état-là, c'est-à-dire cette capacité à te connecter à toi-même? Quelles sont les conditions que tu as besoin de créer pour permettre cette expérience? Déjà, le silence, la solitude, la méditation, la respiration. La méditation, c'est un sujet que je recommande à tout un chacun, alors que j'ai énormément de mal à la pratiquer. Mais quand j'y arrive, je pars très vite. Et c'est souvent quand je suis guidé d'ailleurs. Et donc, pour moi, c'est tout simplement cela. C'est-à-dire que je fais en premier lieu le travail intellectuel, c'est-à-dire que je pose le pour et le contre. J'aime beaucoup demander des avis, des conseils autour de moi. Et puis, je réfléchis en arborescence, etc. J'arrive à des conclusions. Et c'est là, après, où je vais laisser un peu reposer. Des décisions importantes méritent toujours une nuit. Une nuit. Une bonne nuit de sommeil. Ouais, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a une autre réalité qui se vit en fait quand nous dormons. Et il y a des choses qui s'intègrent dans notre sommeil de plein de façons. Et donc il y a un temps de réflexion minimal. Et après, par l'introspection et par l'écoute de son corps, on a la bonne réponse, le choix juste. Et comment tu parviens à distinguer la voix de ce que tu appelles ton ventre, de ton cœur, de celle du mental, de l'esprit très cartésien Alors en fait, ce qui relève du corporel, voire du spirituel, est toujours délicat à verbaliser, à exprimer, parce que toutes les personnes qui font des expériences, en fait, on va dire globalement spirituelles, voire ésotériques ou autres, elles expriment bien la difficulté en fait de témoigner de leur expérience avec des mots et que les mots nous manquent. Et puis en plus, on n'est pas tous outillés de la même façon, on n'a pas tous la même intelligence linguistique pour exprimer ça. À partir du moment où le cerveau, où le mental, l'ego reprend le dessus, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc je pense que encore une fois, la respiration, la méditation, après c'est intéressant encore une fois d'expérimenter, d'explorer, ce qui nous permet de nous concentrer vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et je sais quand j'y arrive, parce que y a quelque chose de très particulier qui se passe dans mon corps. Voilà. Et d'ailleurs qui est très subjectif, mais qui est très similaire à ce qui se passe quand j'ai l'impression de recevoir des intuitions pour moi ou pour autrui.
Voilà, il y a des choses pour le coup très précises, comme tous les muscles du visage qui se détendent, la sensation d'un bien-être profond, une respiration lente, un rythme cardiaque qui se calme, qui ralentit, une sensation à la fois d'être là et de ne plus être là. Il y a un état, en fait, effectivement, qu'on peut décrire un peu, et là on est connecté au monde subtil et à plus grand que soi, je pense. Et puis ça nécessite, encore une fois, d'une part de créer les conditions qui permettent d'avoir cet état de vigilance-là, et puis de le travailler. J'imagine que ce sont comme tu le décris, ce sont des petits signes, il y a une certaine subtilité qui nécessite du temps, d'appropriation, de découverte, et puis d'affinement finalement de la démarche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est les Shadocks qui disaient que la meilleure façon de réussir, c'est d'échouer souvent et vite. Je crois que c'est dans les Shadocks. Et en fait, ça parle de ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a un lien entre le sujet du choix et les sujets d'expérimenter, d'essayer, d'entreprendre. Et la meilleure façon de réussir, c'est effectivement d'expérimenter beaucoup, d'échouer vite, pour statistiquement, en termes de probabilité, réussir au plus tôt et au mieux. Et en plus, muscler finalement cette pratique, d'oser se lancer, de tester, d'ajuster, de réajuster, et puis d'être dans un mouvement où, certes, au départ, la roue est un peu compliquée à mettre en rotation, petit à petit, avec la vitesse qui se prend. Eh bien, en veillant à ce qu'elle ne s'emballe pas, on reste dans une dynamique qui est fructueuse et qui porte ses fruits. Oui. Je pense que toi comme moi, on n'est pas en train de ramper dans la rue. À un moment donné, on a bien assumé le fait qu'on avait envie de marcher, poser un pas après l'autre. On a chuté beaucoup, mais on a bien réussi. Après, on a intégré la marche et entreprendre. Parfois, c'est plus simple que d'apprendre à marcher. Sous réserve qu'on se souvienne d'où on vient aussi. J'ai l'impression que les entrepreneurs, et toi tu es un serial entrepreneur, on peut dire ça comme ça, c'est aussi cette capacité à capitaliser ce qui fonctionne bien, ce qui a bien fonctionné, et puis d'être dans une logique un peu d'incrémentation, tout en se souvenant de ce qui n'a pas fonctionné, mais de garder un point de vigilance et un point d'attention à être aussi au fait de ce qu'on a réussi à mettre en place, et en quoi, là où on est aujourd'hui, c'est le fruit de nombreux succès, et pas juste d'échecs. C'est le fruit de nombreux succès et de nombreux échecs. Voilà. Oui, c'est effectivement l'esprit start-up, comme on dit, le principe itératif, test and learn, voilà, j'expérimente, je teste, je recommence. Oui. Dans le choix, il y a une notion qui est très importante, qui est celle du libre arbitre. Et puis tu as évoqué de ton côté cette dimension spirituelle qui prend une place importante dans ta vie et qui a pris une place croissante très rapidement finalement. Comment tu conjugues ces deux éléments où spiritualité, on peut entendre derrière la notion de destinée. Comment tu conjugues cette idée de libre arbitre et de choix qui t'est chère, je le sais, et puis cette dimension spirituelle où tu t'appropries aussi la notion de destinée justement. Alors tout d'abord, j'ai envie de partager avec toi ma définition actuelle, qui va sûrement bouger encore, de la spiritualité. Car lorsque j'ai voulu essaimer mon mouvement de développement personnel au Maroc, il y a quelques mois, j'ai bien vu que la culture marocaine était empreinte de religion, on le sait. Et j'ai été amené assez vite sur les entretiens avec des thérapeutes, des coachs, des communicants, à faire une distinction, effectivement, entre spiritualité et religion. J'en suis arrivé à la conclusion que la spiritualité, c'est une capacité. C'est la capacité d'un être humain, par introspection, à regarder à l'intérieur de lui, dans l'infiniment petit, et vraiment dans l'infiniment petit, au niveau quantique, et de faire l'expérience de se sentir connecté dans l'infiniment petit, à l'infiniment grand, à tout et à tout le monde, et toujours dans la joie et la sérénité, et sans limite de temps ni d'espace. Ça, c'est ma définition. Et quand je la partage autour de moi, elle paraît juste pour beaucoup de gens. Donc, je pense que je tiens à quelque chose par rapport à ça. Et je me la répète parce que elle m'est utile pour justement la développer, cette capacité. Alors, pour répondre à ta question de la différence entre le libre arbitre et la destinée, encore une fois, beaucoup de gens sont dans le « ou ». C'est-à-dire que je crois en la destinée
ou je crois au libre arbitre. Tout à fait. Voilà. Et en fait, depuis déjà pas mal de temps, avant d'avoir vécu cette crise spirituelle, sans réussir vraiment à conscientiser complètement le concept, mais depuis très longtemps, je crois qu'on peut avoir les deux. Et déjà, ce à quoi j'ai accédé il y a quelques temps, c'est d'intégrer l'idée que déjà, l'histoire du Big Bang, etc., c'est totalement bidon, c'est-à-dire que de ce que je pense avoir intégré, c'est qu'il n'y a jamais eu de début et il n'y aura jamais de fin. Déjà, pour moi, c'est un point de départ. Deuxième point qui est important, c'est j'ai intégré une croyance, donc on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, j'y crois aujourd'hui, c'est que c'est la notion d'âme et d'incarnation, et qu'effectivement, là, voilà, nous sommes incarnés, quand nous allons mourir, ça n'est pas la fin. C'est juste une transformation et ça va recommencer. C'est une transition vers autre chose. Et le principe karmique dans l'hindouisme, c'est qu'effectivement, une âme peut vivre dans plusieurs corps, plusieurs vies, etc. À partir du moment où c'est ce que dit ce théologien de ce bouquin-là, qui dit que dans la vie, on fait des choix dans la peur ou dans l'amour, à partir du moment où on se rend compte que toutes les peurs des humains convergent vers une peur universelle qui est la peur de mourir, lorsque cette peur disparaît, déjà, on change sa vision du monde. On a plus facilement une aptitude à aimer. À s'aimer soi et à aimer l'autre, déjà. Alors, avec ces prérequis, qu'est-ce que ça va être ? Donc, le libre arbitre et la destinée. La destinée, si je comprends bien, c'est dire que tout est déjà écrit d'avance. Donc, finalement, tous les choix qu'on pense faire ont été pensés à notre place par un esprit supérieur qu'on pourrait appeler Dieu, la source, etc. Et le libre arbitre, ce serait considérer que chaque choix que je fais n'est défini que par moi-même exclusivement. Ok. Alors ma croyance à moi, c'est qu'effectivement, je suis sûr qu'on a une destinée et que quoi qu'on fasse, quelque part, tout est déjà écrit. En revanche, on a toujours le choix. Comment est-ce possible ? C'est possible si on considère qu'en fait, nous vivons potentiellement dans plusieurs dimensions. Il y a une théorie en fait, à la fois scientifique et spirituelle, on parle des multivers. Les évolutions en physique quantique s'approchent en fait de ça. C'est-à-dire plus les sciences de l'infiniment petit, de l'infiniment grand avancent, plus elles se rapprochent de concepts philosophiques millénaires. Donc cette notion de multivers, c'est d'accepter l'idée que quelque part, à chaque fois qu'on fait un choix, eh bien en fait, on prend une option et on va sur une ligne, voilà. Et que si on avait fait l'autre choix, on aurait été sur une ligne. Mais en fait, l'idée, c'est que tout coexiste. Donc on aurait une sorte de millefeuille en fait. Exactement, infini avec de potentiel. Et quand on fait un choix, on se branche en fait sur une des lignes, sur une des couches du millefeuille. Exactement. C'est ça. Oui. Et je suis persuadé qu'on a la possibilité de revivre en fait et de faire des choix différents dans une même vie et éternellement. Alors, c'est quoi l'intérêt de se poser la question ? Parce que je trouve que ça, c'est intéressant, mais finalement, à quoi ça sert de se poser la question ? Je trouve que accepter la combinaison des deux, c'est accepter que si on a une destinée, il y a quelque chose de plus grand que soi qui nous invite à l'humilité. Et en même temps, nous faisons une expérience incarnée. Je pense que nous sommes observés pour voir ce qu'on fait de cette expérience très étriquée dans un corps qui est probablement bien trop petit pour qui nous sommes, des êtres d'amour bien plus grands et bien plus capables que cela. Et en fait, cette expérience d'incarnation nous invite à une forme de responsabilité. Et je pense que le choix, et donc le libre arbitre, c'est l'expérience de la responsabilité. Et je pense qu'on peut combiner la responsabilité et l'humilité. Et en quoi, justement, quand toi tu accompagnes en tant que coach en émergence de talent, en quoi tu invites à cette combinaison, justement, c'est-à-dire être ouvert au champ des possibles, tout en prenant la responsabilité de faire émerger ce talent-là et d'en faire quelque chose. Alors, c'est un exercice qui est périlleux. Il faut être très vigilant. Je trouve que c'est important le sujet de la supervision, de la co-vision quand on est coach ou quand on est thérapeute, parce qu'effectivement, il y a un cadre qui est posé en amont. Le rôle du coach, pour moi, c'est d'aider la personne à passer à l'action. Ça n'est pas un consultant. On n'est pas là pour donner des conseils, pour dire à l'autre ce qu'il doit faire.
Il y a une vision plus anglo-saxonne, plus américaine du coaching, où on se rapproche du mentoring, du mentorat, où là, ça va être plus affirmatif, plus péremptoire comme accompagnement. Donc déjà d'emblée, de toute façon, ce n'est pas à moi à dire à la personne ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser, ce qui est bon pour elle, voire même si j'ai des intuitions, pour parler en douceur, si j'ai des intuitions, lui demander l'autorisation avant de les partager, et puis surtout ne pas tout dire. C'est des erreurs que j'ai faites par le passé, je ne les fais plus. C'est de donner petit à petit ce qui me paraît intéressant, important maintenant. D'avoir un petit biscuit comme ça pour faire avancer la personne, mais surtout ne pas tout balancer d'un coup. Pour Il faut que l'autre soit prête à chemin. accueillir aussi Tout à fait. sur l'instant ce que tu peux partager. Tout à fait. Et puis on peut faire énormément d'erreurs pour penser à la place de l'autre. Donc c'est surtout pas ça qu'il faut faire, je pense. Donc le travail du coach étant de laisser la personne faire ses choix. Le principe de la maïotique, c'est de trouver les bonnes questions, et c'est là tout l'art du coaching, je trouve, c'est de poser les bonnes questions et d'être toujours à se regarder en méta avec le curseur au bon endroit, c'est-à-dire il faut pas que je le mette trop loin, c'est-à-dire que la maïotique c'est bien, mais il faut pas que j'induise, parce que finalement c'est moi qui oriente. Et il faut que je sois suffisamment dans ma posture de guide pour aider la personne à avancer. Aujourd'hui, j'ai pas de recette magique pour réussir en fait à tous les coups, à aider la personne à faire la distinction entre le libre arbitre et la destinée. Pour moi, le sujet de la destinée, c'est un sujet qui, quelque part, est extérieur au coaching, alors que le libre arbitre, pour moi, c'est un vrai sujet. On est au cœur du sujet. Parce qu'effectivement, comme je te le partageais un jour, une fois qu'on a trouvé son talent, je dis bien qu'il y a deux phases, une phase d'introspection pour trouver son talent, parce que ça répond à la question qui je suis, mon identité profonde à l'intérieur de soi. Une fois qu'on l'a trouvé, ok, on sait que lorsqu'on fait ce qu'on fait, c'est fluide, c'est simple, c'est naturel, on prend énormément de plaisir et on reçoit de la gratitude. Ok, donc c'est un émerveillement. Deuxième étape, je mets en lumière mon talent, parce que mon talent est un sujet très subtil, très rarissime, puisque je suis le seul à avoir ce talent. J'ai 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de talents. Et il y a une autre étape après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été dans la célébration de son talent et la conscientisation du chemin à prendre pour être utile, pour être là, visible auprès de ceux qui ont besoin de nous, il y a une autre étape, c'est la responsabilité. On y revient. C'est que, ok, c'est très bien, on est content, on a notre talent, mais de mon point de vue, on n'est pas là par hasard, on n'est pas incarné par hasard, et que si on a la chance, si on prend la décision de trouver son talent et qu'on a la chance de le trouver, de mon point de vue, on a la responsabilité de l'honorer. Ouais, et de le partager, et de contribuer en fait plus globalement, de ne pas le garder pour soi finalement. Un talent égotique n'est pas un talent, c'est pas juste. Du talent découle une mission de vie qui, quand le talent est juste, est systématiquement citoyenne et altruiste. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi il y a un double mouvement en fait dans la découverte des talents. J'ai l'impression qu'il y a une forte appétence et qui tend à se généraliser des personnes qui ont envie de découvrir leur talent, de se l'approprier, de le partager. Et en même temps, il y a une sorte d'attraction-répulsion, c'est-à-dire qu'il y a aussi la peur de ce qu'on va découvrir et de ce que ça peut entraîner comme implication et comme résultat, et d'avoir quelque chose justement de plus grand que soi qui va vite nous dépasser ou nous déborder. Comment tu parviens à justement accompagner dans ce juste équilibre entre prendre le temps de la découverte, de l'appropriation, de la célébration, puis du partage et de la diffusion finalement de ce talent? Ouais, déjà, je trouve que quand les personnes ont peur de cela, quelque part, il y a une forme de beauté pour moi, parce que c'est de l'humilité mal placée. Et il y a une forme de naïveté en fait, et en même temps il y a des peurs qui peuvent être nourries par tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire très classiquement le syndrome de l'imposteur, le plafond de verre, le complexe d'infériorité, qui est souvent issu de papa, maman, etc., ou plus profondément en psychogénéalogie ou karmique. Donc c'est là où la dimension holistique entre en jeu. La dimension holistique et systémique, c'est là où on peut essayer de déceler ce qui ne relève pas du coaching et d'inviter la personne de le travailler ailleurs.
Ensuite, j'aime bien dire à mes coachés que l'humilité, il faut l'aborder non pas avec notre culture française, mais avec une culture plutôt anglo-saxonne. En France, en particulier, en tout cas c'est mon expérience, l'humilité c'est ne pas se mettre en avant, ne pas dire ce qu'on sait faire, ne pas être fier de ce qu'on sait faire et de l'afficher, de l'affirmer. Dans la culture anglo-saxonne, l'humilité c'est à la fois dire ce qu'on sait faire, qui on est vraiment, et à la fois aussi dire qui nous ne sommes pas et ce que nous ne savons pas faire. Voilà, les deux en fait. Donc l'humilité c'est affirmer les deux. Donc finalement, quelqu'un qui n'assume pas son talent, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. Et ça, c'est un paradoxe que la culture française vient nous titiller là-dessus, quoi. Donc quand la personne a ces peurs-là, je pense qu'il y a le cadre posé au début lors de l'anamnèse permet de créer les conditions pour que ça puisse émerger quand même en douceur. C'est-à-dire que la notion de soutien inconditionnel professionnel du coach, la notion de bienveillance, et puis l'ancrage que moi j'essaye d'avoir avant une séance, le travail que je fais sur moi, spirituel, etc. J'essaye de créer un environnement qui est vraiment propice à ce que la personne se donne cette liberté et se donne envie d'avancer. Et l'amour que je peux donner à mes clients est un tremplin vers l'audace que la recherche de talent demande. Et pour une personne qui justement démarre ou qui souhaite amorcer cette réflexion autour de l'identification de son talent, est-ce que tu as, je ne sais pas, un premier petit exercice ou une question puissante qu'une personne pourrait se poser ou amorcer comme démarche à partager? Alors déjà, 2 points. Le premier, c'est un truc tout bête, c'est le corps. En fait, je sais en tout cas que le corps a toujours raison, a toujours le dernier mot. Donc, on voit qui n'a pas vu autour de lui quelqu'un qui tout d'un coup est en arrêt maladie, se casse le pied, se casse le dos. Tiens, c'est marrant, il y a des expressions quand même, lever le pied, en avoir plein le dos, etc. Donc il y a toujours, lorsqu'il y a un mal-être en fait, et qu'on n'est pas aligné avec sa raison d'être, donc son talent, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, il se passe des choses, et en fait on se dérègle corporellement. Et qu'est-ce qui se passe quand on est déréglé corporellement? On crée des maladies. Donc, lorsque le corps va mal, c'est qu'il n'y a pas meilleur symptôme qu'un début d'introspection, pour se poser des questions de quête de sens, quoi. Ensuite, le deuxième aspect, deuxième élément de réponse pour moi, ce serait de faire un petit exercice que j'ai appelé l'atelier ligne de vie. Alors, il y a un autre exercice qui porte le même nom, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est de prendre une grande feuille, de tirer un trait horizontal et tout seul, de se prendre 1h30 par exemple, et d'avoir 3 feutres de 3 couleurs qui correspondent à 3 légendes pour écrire des souvenirs de sa vie. Dans cette grande ligne horizontale au milieu de cette grande feuille, à gauche c'est la naissance et à droite c'est aujourd'hui. Et j'invite la personne à prendre une couleur et à dire voilà, je vais écrire une légende et c'est fluidité, simplicité. Et je vais essayer de me souvenir de moments dans ma vie où j'ai réalisé quelque chose et c'était extrêmement fluide, extrêmement simple. Et je note, je mets l'âge ou je mets l'année, je décris en quelques mots ce que c'est. En lien avec la notion de flow en fait. Oui, c'est ça. Complètement. Je prends une deuxième couleur, une autre légende, et maintenant j'écris le plaisir et la joie. À quel moment dans ma vie, au-delà des réalisations, à quel moment dans ma vie j'ai ressenti énormément de joie, énormément de plaisir. Et je l'écris. Alors ça peut être des moments ponctuels, donc on met un petit trait là, ou alors c'est une période. J'ai fait du piano pendant 4 ans, c'était génial, j'ai pris un plaisir immense, donc on fait une ligne parallèle à la pour ligne. définir la période de temps qui a correspondu. Exactement. Troisième légende, à quel moment dans ma vie, lors de mes réalisations, j'ai reçu de la gratitude, verbalisée ou non verbalisée, d'autrui par rapport à ce que j'ai fait. Puis une fois que c'est fait, on prend un autre feutre, un noir, et puis on va essayer d'entourer en fait à chaque fois les événements où on a les 3 qui convergent, c'est-à-dire les événements dans notre vie qui sont à la fois des événements de joie, de plaisir, de fluidité et de gratitude. Et espérons qu'il y en ait. Et lorsqu'il y en a, il y en a probablement plusieurs. L'étape d'après,
c'est de se questionner sur les liens. C'est quoi le lien entre la photographie, le bateau et mon métier d'assistante sociale? C'est quoi le lien entre la cuisine, l'exploration des fonds marins et la sylvothérapie, par exemple? C'est quoi le lien? Et le laisser déposer. Et souvent, on caresse du doigt une zone de talent. Et très vite, on peut se rendre compte que nous ne sommes pas à notre place. Et du coup, tu aides finalement, à travers cet exercice, la personne à créer des ponts entre ces différentes expériences où elle a pu justement vivre à la fois cette expression de gratitude, donc cette reconnaissance qu'elle a pu obtenir, cette joie ressentie et cette sensation de fluidité et de simplicité. Donc là, à nouveau, tu es dans ta mission de création de liens, de création de ponts. Et tu honores aussi ta mission à travers ce type d'accompagnement. Oui, parce que, comme je l'ai dit, je crois que mon talent à moi est singulier et celui de révéler celui des autres. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi. Un grand merci à Fred pour sa confiance, son authenticité et sa générosité. Et vous, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Si vous souhaitez en savoir plus sur Fred et ses nombreuses activités, rendez-vous sur sa page Facebook Frédéric Bernier ou sur le site marquesubjectives.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?